Francfort, Allemagne de l'Ouest. À quelques jours des fêtes, les Allemands font leurs courses sur le marché de Noël. En face, dans le bâtiment historique du conseil municipal, l'ambiance est tout autre. 18 années après la guerre, la justice allemande s'apprête enfin à juger 22 anciens SS, accusés de meurtre de masse et de torture. C'est le début d'un procès inédit qui va confronter les Allemands à leur passé pour la première fois de leur histoire. Il révélera au monde entier un nom qui deviendra synonyme de la barbarie nazie et de l'extermination des Juifs d'Europe. C'est le début du procès d'Auschwitz. Dans l'Allemagne des années 60, la guerre est déjà loin. Les Allemands ont commencé à reconstruire leur pays. Les machines à laver, les voitures, ces nouveaux biens de consommation passionnent les foules bien plus que les crimes commis pendant le Troisième Reich. Au début des années 60, l'Allemagne était résolument tournée vers l'avenir. C'était l'époque du miracle économique, et plus personne ne s'intéressait au passé. Même au sein de la justice, on pensait que les choses allaient tomber dans l'oubli, et qu'il ne fallait plus s'inquiéter, que plus personne ne serait jugé. L'Allemagne est frappée d'une amnésie collective, encouragée au plus haut niveau. Le chancelier d'après-guerre, Konrad Adenauer, a lui-même permis à d'anciens nazis de réintégrer des postes dans la fonction publique. D'ailleurs, son plus proche collaborateur, Hans Globke, était un haut fonctionnaire du régime hitlérien. Ça montre bien que le premier gouvernement fédéral allemand tenait surtout à reconstruire une administration efficace. Épurer la fonction publique des anciens nazis était le cadet de leurs soucis. On ne peut pas jeter l'eau sale quand on n'a pas d'eau propre. Une phrase célèbre du chancelier qui réhabilite définitivement les anciens nazis dans la société allemande. Aux yeux de l'opinion publique, l'affaire est close depuis longtemps. Précisément depuis les procès de Nuremberg menés par les Alliés à partir de 1946. Les hauts dignitaires du régime, comme Hermann Göring, Rudolf Hess ou Joachim von Ribbentrop, ont été condamnés à mort ou à de longues peines de prison. Les Alliés ont fait le travail à notre place. Alors, laissez-nous enfin tranquilles. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allons de l'avant. D'ailleurs, le citoyen allemand ne souhaitait que 3 choses dans ces années-là. Manger à sa faim, avoir un toit au-dessus de la tête et un travail. Mais une minorité d'Allemands refuse de faire table rase du passé. Fritz Bauer est l'un d'entre eux. Il est procureur général dans la ville de Francfort. Social-démocrate de confession juive, l'homme a été persécuté par les nazis avant de s'enfuir au Danemark. De retour d'exil en 1949, Bauer découvre avec effarement une société rongée par les non-dits et pleine de tabous. La situation était absurde. La justice allemande traquait de manière très efficace les pickpockets ou les meurtriers de droit commun. Ce n'était pas une justice libérale ou laxiste. Mais en même temps, elle laissait en liberté des individus alors qu'elle savait pertinemment qu'ils avaient tué des centaines ou des milliers de personnes. Fritz Bauer a une conviction. Pour qu'une véritable société démocratique puisse naître,
il faut confronter l'Allemagne à son passé. Ce déni, ce rejet était insultant pour les victimes. Mais c'était aussi un poison pour la société allemande. Tous ces morts cachés ne permettaient pas à la jeunesse du pays de grandir dans un climat sain. C'est ce silence que Fritz Bauer a voulu briser. Très vite, Fritz Bauer se taille une réputation de juge chasseur de nazis, rassemblant des preuves contre les criminels SS. Sa notoriété dépasse même les frontières, à tel point que c'est à lui qu'un survivant juif en Argentine y signale la présence d'Adolf Eichmann, l'organisateur de la solution finale. Ne faisant aucune confiance aux autorités allemandes, Bauer transmettra ces informations au Mossad, les services secrets israéliens. Le procès d'Eichmann aura lieu à Jérusalem et non pas en Allemagne. Pour confronter le pays à son passé, Bauer veut un procès où les Allemands soient jugés par des Allemands. Le hasard lui viendra en aide. 15 janvier 1959, un journaliste de Francfort confie des documents exceptionnels au procureur général. Ils ont été sauvés des flammes par un survivant d'un camp de concentration appelé Auschwitz. Pour Bauer, une trouvaille inespérée. C'étaient des listes de noms. On y citait des prisonniers fusillés, mais aussi les noms des SS qui leur avaient tiré dessus au moment d'une prétendue évasion. Avec ces noms, la justice pouvait identifier des coupables potentiels impliqués dans ces meurtres. Grâce à ces documents, Fritz Bauer pouvait demander à la Cour suprême allemande que l'ensemble des cas concernant le camp d'Auschwitz soit centralisé à Francfort sous sa seule autorité. Le procès d'Auschwitz n'aurait jamais eu lieu si Fritz Bauer n'avait pas fait cela. D'après le fonctionnement habituel de la justice allemande, chaque accusé aurait été jugé dans sa ville, en toute discrétion. Et personne n'aurait jamais su ce qui s'était vraiment passé à Auschwitz. La traque peut alors commencer. Pour mener l'instruction, Bauer désigne 2 jeunes procureurs. L'idée, c'était que la génération des enfants demande des comptes à la génération des parents. Ces jeunes procureurs, trentenaires à l'époque, étaient parfaits pour ça. C'étaient les enfants d'anciens nazis qui allaient poser les questions qui fâchent. C'est cette image que Bauer voulait montrer au monde. Mais la tâche est immense. Identifier les anciens SS du camp et rassembler des preuves pour les inculper. 15 années sont passées depuis la fin de la guerre. En bons Allemands, les nazis ont documenté tous leurs méfaits et beaucoup de documents ont survécu à la guerre. Mais quand on s'intéresse aux petites mains du régime, ceux qui ont vraiment assassiné les gens sur le terrain, il y a beaucoup moins de preuves et encore moins de preuves de leur implication individuelle. Quand elle le pouvait, l'accusation s'appuyait sur des documents, mais elle comptait essentiellement sur les témoignages des survivants. Pour trouver des rescapés, des appels sont lancés à la radio et dans la presse internationale. Mais c'est surtout un homme à Vienne, en Autriche, qui s'avère être une source précieuse, Hermann Langbein, un survivant du camp d'Auschwitz. Comme Bauer, il traque les anciens nazis. Je crois que le plus effrayant est le fait qu'autant de gens aient mis leur conscience en sommeil, se soient cachés derrière les ordres du Führer et, je le crains, dorment encore aujourd'hui sur leurs 2 oreilles. Hermann Langbein était prisonnier et avait été choisi comme secrétaire par un médecin SS du camp. Dès la fin de la guerre, Langbein a commencé à chercher d'autres rescapés pour leur demander de mettre par écrit ce qu'ils avaient vécu. Il voulait accumuler des preuves concrètes contre les SS. Ayant lui-même connu le pire,
Hermann Langbein s'est trouvé les arguments pour convaincre les rescapés d'aller à Francfort et de parler au procureur. Il venait souvent à Varsovie pour rencontrer des survivants. Et c'est à cette époque que nous nous sommes vus. Il m'a dit « Tiens, il y a de bonnes chances que les Allemands fassent enfin un procès au SS. » Mais je disais « Arrête, ça ne m'intéresse pas. » J'étais passé à autre chose. Il est revenu à la charge plusieurs fois et a fini par me dire « Allez, viens, tu sortiras de Pologne, tu découvriras la vie à l'Ouest. » Et j'avoue que c'est avec cet argument qu'il m'a convaincu de venir. À l'époque, le Polonais Ignacy Golik a 38 ans. Déporté en 1941, il a passé 3 ans à Auschwitz. Il est l'un des premiers survivants à être invité à Francfort par les jeunes procureurs. Ils ont étalé une grande quantité de photos sur une table. C'était des photos de SS en uniforme. Il y en avait environ 200. Et ils m'ont demandé d'identifier les gens sur les photos. J'en ai reconnu une cinquantaine dont je pouvais dire quel grade ils avaient, quelle unité ils commandaient. Golik reconnaît notamment Josef Clair, un infirmier du camp. Il y avait 2 Josef Clair. Et j'ai reconnu celui qui était sur la photo. Ils m'ont demandé « Vous êtes sûr? Comment vous savez ça ?» J'ai dit « Oui, je suis sûr, j'étais obligé de cirer ses bottes à l'époque. » J'étais content d'avoir contribué à l'arrestation de Clair. C'était un vrai salaud. Le travail acharné des procureurs n'est pas toujours vu d'un bon œil par leur entourage. Remuer le passé trouble des Allemands risque de freiner leur carrière et créer des conflits au sein de leur famille. C'est le cas pour Gerhard Wiese, qui vient renforcer l'équipe en 1962. Ma belle-mère était tout sauf enthousiaste quand j'ai eu cette affaire. Elle aurait préféré que je rejoigne le cabinet d'avocats de son beau-frère à Wiesbaden. Heureusement, les choses se sont déroulées autrement. Dans les murs du palais de justice, la jeune garde de Fritz Bauer évolue en territoire hostile. 80% des magistrats allemands sont d'anciens membres du parti hitlérien, et la solidarité entre eux est toujours intacte. Très souvent, les bureaux sont fouillés, des dossiers disparaissent. Le risque que les suspects soient avertis de leur arrestation est réel. Joachim Kugler, l'un des jeunes procureurs, a raconté que pour envoyer un télégramme, il allait toujours chez le marchand de légumes du coin. Il ne voulait surtout pas utiliser le télégraphe du commissariat de police ou celui du palais de justice. À cette époque, il fallait s'attendre à des fuites quand on enquêtait sur les crimes du Troisième Reich. C'était la norme. Pour protéger sa jeune garde de l'hostilité des autres magistrats, Bauer les transfère dans un bâtiment annexe. Après 4 ans d'enquête, les procureurs ont interrogé près de 1500 témoins et identifié plus de 1200 suspects, soit 1 personne sur 7 ayant servi à Auschwitz. Maintenant, pour Fritz Bauer et sa jeune garde, c'est l'heure du choix. Fritz Bauer nous avait donné comme consigne de mettre en accusation un échantillon représentatif de toutes les fonctions dans le camp d'Auschwitz. Le commandant, son adjoint, la section politique, les médecins, les dentistes, jusqu'au capot. Il voulait donner à tous les participants, à la cour, mais aussi aux Allemands, l'image la plus détaillée possible du camp. Bauer savait très bien que ce procès ne rendrait pas un enfant assassiné à sa mère. Pour lui, il devait surtout être utile à l'avenir du pays. L'idée de l'accusation était de dire « Il faut qu'à travers ce procès, l'opinion publique apprenne quelque chose ». Alors, ce 20 décembre 1963, ils seront 22 à être conduits sur le banc des accusés. Parmi eux, Robert Mulka, commandant adjoint du camp. C'est le plus haut gradé parmi les accusés. Oswald Kaduk, sous-officier SS en charge de la surveillance des prisonniers.
Il est accusé d'actes de cruauté et de meurtre. Victor Capesius, pharmacien SS du camp, il aurait envoyé des milliers de personnes dans les chambres à gaz lors des sélections. Wilhelm Boger, chef de la Gestapo, soupçonné d'avoir exécuté et torturé à mort de nombreux prisonniers lors de ses interrogatoires. Joseph Clair, infirmier. Il a tué des centaines de prisonniers par des injections de phénol. Et les procureurs accusent même le SS en charge de la distribution des uniformes rayés. Cela correspondait exactement au message que ce procès devait véhiculer. Il est coupable de crime parce que les uniformes déshumanisaient les victimes et participaient ainsi à délivrer les SS de tout scrupule de mise à mort. Toutes les personnes présentes à Auschwitz sont coupables, peu importe qu'elles aient été cuisiniers, pharmaciens ou en charge des uniformes. Chacun avait un rôle bien précis. C'est ce partage des tâches qui a rendu cette machine à tuer si diablement efficace. Ce jour-là, la salle d'audience est pleine. Fritz Bauer a convoqué la presse du monde entier, 12 équipes de télévision et 200 journalistes. Une gigantesque carte du camp, une maquette des chambres à gaz et des fours crématoires, tout est en place pour un véritable procès-spectacle. Une leçon d'histoire qui fera découvrir au monde le camp d'Auschwitz. Peter Jochen Winters, 30 ans, est envoyé par son journal à Francfort. Je ne me suis pas particulièrement préparé à ce procès. Je ne savais pas vraiment ce que Auschwitz représentait. On savait qu'il y avait un camp de travail et, oui, quelque chose avec des chambres à gaz. Mais le nom en lui-même ne m'évoquait absolument rien. Le procès s'ouvre par la lecture de l'acte d'accusation. En présence de leurs avocats, les accusés écoutent, impassibles, les faits qui leur sont reprochés. Ils ont tous réagi de la même manière en disant « Je ne peux pas nier que j'ai servi à Auschwitz, mais je n'ai pas fait ce qu'on me reproche. » Mulka a dit « J'étais un simple soldat. Je n'ai rien à voir avec le camp lui-même. J'étais adjoint du commandant Heuss, oui. Mais je n'ai jamais mis un pied dans le camp. J'étais tout le temps à mon bureau. Mon travail était de diriger la fanfare militaire. Je devais organiser des concerts pour accueillir des délégations qui nous rendaient visite. Rien d'autre. » À l'image de l'adjoint Robert Mulka, les autres accusés brillent aussi par leur amnésie et leur imagination. Un officier SS déclare avoir installé dans le camp une aire de jeu pour les enfants de Zigan et avoir fait faire du sport aux détenus pour leur santé. Et le pharmacien Capesius déclare même « Quand les détenus me voyaient, ils pleuraient de joie et se jetaient à mon cou. » Ils mentaient comme des arracheurs de dents, c'était évident. Et leurs avocats les aidaient en répétant « C'est tout à fait humain, mon Dieu. C'était la guerre. » Et puis, ils disaient aussi « Je n'ai fait qu'obéir à des ordres. On m'a donné un ordre et je l'ai exécuté, ni plus ni moins. Je me considère donc comme totalement innocent. » Certains, comme Wilhelm Boger, refusent de répondre à l'accusation. Hautains et indifférents à ce qui se passe autour d'eux, les accusés choquent surtout par la banalité de leur apparence. Dans le public, Irmgard Lauer-Seidelmann, 32 ans. Honnêtement, je ne sais pas à quoi on s'attendait. Sûrement à voir des monstres. Mais ce n'étaient pas des monstres. J'ai vu des gens comme vous et moi. C'est ça qui était effrayant. Durant les pauses, il est impossible de distinguer les anciens SS des autres acteurs du procès.
L'ambiance fait penser à l'entracte d'une pièce de théâtre plutôt qu'à un procès pour meurtre de masse. Les accusés discutent, détendus, cigarettes à la main, avec leurs avocats et des journalistes. C'était affreux de me dire. Celui-ci ressemble à un instituteur ou à un conducteur de tramway. Je me suis rendu compte que chaque Allemand que je croisais dans la rue pouvait être un criminel. C'était seulement 20 ans après la guerre. Ils étaient tous encore en vie. Les Allemands réalisent que les meurtriers vivent parmi eux. Tous se sont reconstruits une nouvelle existence, qui plus est, sous leur véritable nom. Victor Capesius a fait fortune avec une pharmacie et un salon de beauté. Wilhelm Boger, l'ancien chef de la Gestapo du camp, est devenu comptable. Et Oswald Kaduk, surveillant brutal et sadique, s'est reconverti comme aide-soignant dans une maison de retraite à Berlin. Il est apprécié de tous. Oswald Kaduk était un collègue très sympathique et toujours au service de ses patients. Oswald Kaduk, on l'appelait tous Papa Kaduk. Quant à l'ancien numéro 2 du camp, Robert Mulka, il prospère dans l'import-export à Hambourg. Le vieux monsieur Mulka jouait son rôle d'homme d'affaires à la perfection. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. C'était honteux. Je me souviens que Robert Mulka arrivait toujours tiré à 4 épingles. Il portait un costume 3 pièces, très élégant. On avait presque l'impression qu'il était en smoking. Entre 2 séances, l'ancien numéro 2 du camp fait même des allers-retours en première classe à Hambourg pour suivre ses affaires. Car chose incroyable, la moitié des accusés comparaît libre. Ils arrivent au tribunal à pied, les mains dans les poches. J'ai remarqué que les policiers se mettaient au garde-à-vous quand certaines personnes rentraient dans la salle. C'étaient les accusés, et voilà comment on les saluait, avec déférence et respect. Pour une partie de l'opinion publique allemande, ce procès ne devrait même pas avoir lieu. Parmi les nombreuses lettres envoyées au tribunal, certaines témoignent d'une profonde nostalgie du Troisième Reich. C'est honteux de nous resservir 20 ans après la guerre la légende d'Auschwitz. On en a marre de ces juifs, ces sous-hommes. À la place d'Hitler, je les aurais tous envoyés dans le désert, sans eau bien sûr. Heil Hitler! Je vous salue. Sieg Heil. Régulièrement, la salle d'audience est menacée par des alertes à la bombe. C'est dans cette ambiance hostile qu'arrivent 3 mois après le début du procès les premiers survivants d'Auschwitz pour témoigner à la barre. Ils seront plus de 200, venus de 20 pays différents. Il y avait des gens qui avaient peur d'aller en Allemagne. Ils craignaient la confrontation avec les Allemands et surtout, ils avaient peur de croiser d'anciens SS dans la rue. Pour moi, tous les Allemands étaient des SS. Je ne connaissais pas d'Allemands normaux. Yehuda Bakon, juif tchécoslovaque, avait 14 ans quand il a été déporté à Auschwitz. Il est le seul survivant de sa famille. Nous étions encore des enfants à l'époque, mais je m'étais juré que si je survivais, il serait de mon devoir de témoigner pour les autres enfants morts, de raconter ce que nous avions vécu. C'est le moment fort du procès. Pour accueillir toute la foule, la cour déménage même dans une nouvelle salle spécialement aménagée. À travers leurs récits, les rescapés dévoilent au monde un univers d'horreur que personne n'avait imaginé. Hermann Langbein est l'un des premiers à prendre la parole.
Das Menschenleben galt nichts. Einen Menschen zu töten war eine Kleinigkeit, war überhaupt nicht der Rede wert. Und die Machtfülle, die ein SS-Mann, auch der kleinste SS-Mann hatte, den Häftlingen gegenüber, war unvorstellbar. Aus dieser Einstellung heraus, diese Leute müssen ja sowieso sterben, die sind ja schon Tote auf Urlaub sozusagen. Pour une personne normale, il est difficile d'imaginer ce qui pouvait se passer dans la tête des témoins pendant ces moments-là. Certains ont témoigné de manière très neutre, factuelle. Et d'autres n'arrivaient pas à parler, parce qu'ils étaient submergés par l'émotion. Ils revivaient ces horreurs une nouvelle fois, et certains fondaient en larmes. Diese kleine Bursch, bitte, das ist 16 Jahre alt. Der heißt Andreas Rappaport. Er war im ersten Barack. Er hat mit Blut geschrieben, ungarisch. Rappaport, André ehrt diese Hotel. Er hat mir geschreit, Onkel, ich weiß, dass ich muss sterben. Sag für meine Mutter, dass bis letzten Moment habe ich auf ihn gedacht. Aber ich konnte nicht sagen, die Mutter ist auch gestorben. Pendant les séances, j'ai vu des personnes quitter la salle en plein milieu d'un témoignage. Certaines étaient bouleversées par ce qu'elles entendaient. Elles avaient le visage couvert de larmes. Pour beaucoup de témoins, c'est la première fois qu'ils racontent leur calvaire. Alors qu'ils doivent revivre les pires moments de leur vie, rien n'est fait pour les aider. En arrivant à Francfort, ils sont seuls, livrés à eux-mêmes. Quand je suis arrivé, je ne savais pas où aller, quel hôtel, comment le payer. Je cherchais quelque chose de pas cher. Je ne savais rien. Parmi les témoins qui venaient, il y en avait qui ne parlaient pas allemand. Alors ils ne comprenaient rien. Ils étaient perdus à Francfort. Alertés par la presse, des bénévoles décident de prendre en charge les témoins dès leur arrivée à Francfort. À 22 ans, l'étudiant en sociologie Peter Kalb rejoint ce groupe. Ce procès était vraiment géré comme un vulgaire accident de la route. Je n'avais pas été préparé, les témoins n'avaient pas de suivi psychologique ni d'encadrement comme on le fait aujourd'hui. Tous les jours, pendant 1 an, Peter Kalb accompagne ses protégés aux séances. Il devient alors témoin de situations qui mettent les nerfs des rescapés à rude épreuve. C'est arrivé au Polonais Staszek Kaminski. Lors du procès, je me suis retrouvé dans un ascenseur avec Staszek. Une femme est entrée et Staszek s'est mis tout à coup à trembler. Quand elle est sortie, je lui ai demandé ce qu'il avait. Et là, il m'a dit « C'était la femme de Heuss ». Elle était convoquée comme témoin. Hedwig Heuss, l'épouse du commandant d'Auschwitz, a convoqué l'unité de Staszek pour faire des travaux dans sa maison, située à 300 mètres des fours crématoires. Une fois dans la villa, Madame Heuss a donné ses instructions aux prisonniers. Et elle a ajouté « Faites vite, sinon vous allez ressortir par la cheminée du crématoire. » Imaginez-vous, certains de ces témoins étaient logés dans les mêmes hôtels que les accusés en liberté. Ils devaient certainement se retrouver à des tables voisines pour prendre leur repas. Horrible. Horrible. Au tribunal, les témoignages se succèdent. Si les procureurs appellent autant de survivants à la barre, c'est qu'ils doivent prouver la culpabilité de chaque accusé. À l'époque,
la justice allemande rejette la notion de crime contre l'humanité spécialement conçue par les Alliés pour juger les crimes de masse commis par les nazis. Les 22 SS seront jugés pour homicide comme des simples meurtriers de droit commun. Si ces témoignages documentent l'horreur du camp de la mort, pour les juges, ils sont surtout les preuves nécessaires pour démontrer l'implication individuelle des accusés. À commencer par Wilhelm Boger, chef de la Gestapo. In diesem Moment, wenn Boger das Lager betrat, es hieß, der Tod betritt das Lager. Also ein Schauer ist einem über den Rücken gekommen, weil man den Mann auch hat nie lächeln gesehen oder was. À Auschwitz, Boger traque ceux qu'il soupçonne de conspirer contre les SS. Pour extorquer leurs aveux, il a inventé une méthode de torture qu'il appelle la balançoire Boger. Dann ist ganz nahe zu ihnen gekommen, ganz zum Gesicht, mit seinen Blicken ihn durchbohrt. Und wenn absolut nicht sprechen wollte, hat gesagt, jetzt kommst du aber zu der Sprechmaschine. Le détenu était suspendu à une barre par les genoux, la tête en bas, et il était frappé avec un fouet par Boger, jusqu'à son balancer sur la barre. Der Häftling wurde auf einer Bahre zurückgetragen. Ich habe nie erkannt, nie mehr, nach dieser Stunde oder nach diesen 2 Stunden. Er hat nicht mehr wie ein Mensch ausgesehen. Er konnte nicht stehen, er konnte nicht reden. Ich dachte, das ist schon ein toter Mensch. Face aux témoignages accablants, Wilhelm Boger décide de sortir de son silence. Un jour, il a pris la parole pour dire « Je pense que dans l'Allemagne d'aujourd'hui, il serait utile de réintroduire les châtiments corporels, surtout pour notre jeunesse. » Dans l'équipe médicale du camp, il y a l'infirmier Joseph Clair. Il a tué plus de gens qu'il n'a sauvé de vie. Clair était un vrai salopard. Il mettait une blouse blanche pour jouer au médecin et sélectionnait les gens à tuer lui-même. Il prenait plaisir à tuer des gens. Il leur administrait des injections de phénol, un désinfectant, directement dans le cœur. À la barre, le témoin tchèque Jan Weiss. Il travaille à l'infirmerie comme porteur de cadavres. No, naraz pravda sa otvorila dvere a prišiel tam otec. Obžalovaný Clair hovorí, sadnite si, dostanete injekciu, aby ste nedostali tyfus. No a práve mne hneď som začal plakať, no ale dal otcovi injekciu, ja som ho musel odnést. No a potom asi, ja nevím, za týden, lebo jako mi hovoril, že prečo sa mu to vtedy nepovedalo, že by ho nezabil. Ja som mal vtedy strach mu povieť, aby sa mohlo stať, že by povedal, sedni si aj ty. C'est vraiment très impressionnant. Cela ne fait aucun doute. Pour moi, il y a un témoignage qui sort du lot. C'est celui d'un médecin juif hongrois de Roumanie, arrivé à Auschwitz avec sa femme et ses 3 filles. Sofort, wie wir ausgestiegen sind, ist vor unseren Augen ein fürchterliches Bild. An der Gleise vis-à-vis stand ein verlassener Zug und Hunderte und Tausende von Reisegepäcken aufeinander gestapelt. Mauritius Berner témoigne de la sélection à la rampe quand il est séparé de sa femme et de ses enfants. Son témoignage est accablant pour le docteur Capesius, responsable de la sélection ce jour-là. Détail important, les 2 hommes se connaissaient avant la guerre. Ich bin zu ihm angetreten und ich sage ihm, ich habe 2 Zwillingskinder, die bedürfen eine größere Schonung. Ich arbeite, was Sie wünschen, nur gestatten Sie mir, mit meiner Familie zusammen zu bleiben. Fragt er mich, Zwillingskinder?
Rufen Sie sie zurück. Dr. Capesius nahm an der Hand die 2 Kinder und führt uns bis zum Dr. Mengele. Le redoutable médecin SS Josef Mengele cherche des jumeaux pour mener des expériences macabres. Mais les filles n'étant pas de vraies jumelles, elles ne l'intéressent pas. Dr. Capesius sagte, also dann müssen Sie zurückgehen in Ihre Reihe. Ich begann zu schluchzen und er sagte mir auf Ungarisch, Neschirion, die gehen nur baden, in einer Stunde werden sie sich wiedersehen. Nie habe ich sie mehr gesehen. Nach dieser Aussage Après ce témoignage, on n'entendait plus un bruit dans la salle. Le public était abasourdi. Je me doutais bien que la vie dans un camp n'était pas facile et que les prisonniers travaillaient dur. Bien sûr que certains devaient mourir d'épuisement, c'était la guerre. Et ils n'étaient pas très bien nourris, c'était évident. Mais j'ignorais tout de la brutalité des SS et des objectifs de ce camp. Pour les Juifs, il n'y avait que 2 options. Soit on les tuait tout de suite, soit on les tuait par le travail. Quand je quittais le tribunal pour monter dans le tramway bondé, j'étais soulagé d'être entouré de gens normaux et d'entendre des conversations normales. Un personnage reste curieusement absent du tribunal, Fritz Bauer, celui par qui tout est arrivé. Il n'assiste qu'au premier jour du procès, préférant s'éclipser par la suite, car il sait qu'il concentre toutes les attaques. Pour ses détracteurs, il n'est qu'un juif qui cherche à se venger. Mais le procureur général s'active en coulisses. D'autant qu'à l'époque, un Allemand sur 2 ignore encore l'existence de ce procès. Bauer organise une exposition sur Auschwitz et apparaît aussi dans des émissions de télévision. La leçon qu'il faut retenir de ce procès, et que personne ne veut entendre, c'est qu'il y a certaines limites dans la vie qu'il ne faut jamais franchir. Arrive un moment où on nous demande de faire quelque chose qui est contraire à la dignité humaine. Et la seule réponse qu'on doit leur donner, c'est non. Ces mots expriment toute l'ambition pédagogique de Bauer. Évidemment, il voulait que la lumière soit faite sur tous les crimes commis à Auschwitz. Mais il voulait aussi obliger les Allemands à réfléchir, leur apprendre qu'il ne fallait pas obéir à un État criminel, mais lui résister. Personne n'a le droit de justifier ses actes par des ordres. Cette phrase de Hannah Arendt prend tout son sens lors de ce procès. Si Fritz Bauer martèle son message à la télévision, c'est parce qu'il sait que rien n'est joué d'avance. Face aux rescapés, il y a les avocats de la défense, redoutables, qui cherchent l'acquittement pur et simple de leurs clients. Leur stratégie principale ? Discréditer les témoignages accablants des survivants. Certains avocats sont rompus à l'exercice, notamment Hans Laternzer, déjà présent au procès de Nuremberg. Je ne me souvenais plus exactement de la date du gazage que j'avais observé. La défense disait que c'était l'été. Moi, je disais que c'était l'hiver, car ils portaient tous des manteaux. Ils ont essayé de me coincer. J'ai répondu, à Auschwitz, il n'y avait pas de saison. Le seul point de repère, c'était la soupe du midi et celle du soir. Et la défense joue sur tous les registres. Les rescapés des pays de l'Est sont qualifiés d'agents communistes, dont les témoignages auraient été orchestrés par leur gouvernement. En pleine guerre froide, l'argument marque les esprits. Certains avocats de la défense soutenaient que les témoins juifs étaient forcément animés d'un désir de vengeance, à cause des faits historiques.
et que ce désir de vengeance ne pouvait les conduire qu'à des témoignages invraisemblables et discutables. Et quand ça ne suffit pas, on questionne même la santé mentale des survivants. Sind Sie während der Lagerzeit mal schwer krank gewesen? Flecktyphus. Hat das irgendwelche Folgen gehabt? Wieso? Nun, ob Sie danach, nach Ihrer Wiedergesundung, irgendwelche körperliche Leiden zurückbehalten haben? Was für zum Beispiel? Hatten Sie Schwierigkeiten, wenn Sie sich an bestimmte Vorgänge zurückerinnerten? Sie wollen sagen, dass ich mehr nicht normal war? C'était horrible pour moi de voir comment ces gens qui avaient vécu tant d'horreurs se faisaient malmener par les avocats de la défense. Là, je dois dire que j'ai douté de notre justice. Pour moi, on aurait dû condamner tous ces gens sans autre forme de procès. Il n'empêche, aux yeux de la Cour, c'est la parole des rescapés contre celle des accusés. La remise en cause permanente des témoignages par la défense sème le doute et ralentit le procès. C'est alors qu'Henri Ormont, avocat des parties civiles, fait une proposition inattendue. Se rendre sur les lieux du crime à Auschwitz pour vérifier sur place les dires des témoins. Décembre 1964, la Pologne communiste ouvre exceptionnellement ses portes à une délégation du procès. Une sensation en pleine guerre froide. Tels des inspecteurs de la police criminelle, ils vérifient les affirmations des témoins. Parmi eux, le jeune procureur Gerhard Wiese. Un des témoins avait décrit les exécutions sur le mur noir, dans une cour entre deux blocs. La défense avait tout de suite émis des doutes sur son témoignage. Mais une fois sur place, à Auschwitz, tout le monde a pu constater qu'il avait très bien pu voir ces exécutions. L'inspection des lieux du crime permet aussi d'en finir avec les mensonges de Robert Mulka, l'adjoint du commandant du camp. Mulka avait toujours soutenu que son bureau était situé à l'extérieur des barbelés et qu'il n'avait jamais mis les pieds à l'intérieur du camp, qu'il ne pouvait donc rien voir, rien entendre de ce qui se passait. Oui, en effet, son bureau était à l'extérieur, mais juste à côté et pas à des kilomètres. En plus, il s'est avéré qu'il avait une bonne visibilité sur le camp depuis la fenêtre de son bureau. Et à chaque fois qu'il rentrait chez lui, il devait passer devant le four crématoire. Rien vu, rien entendu. À Auschwitz, la ligne de défense de Robert Mulka s'écroule comme un château de cartes. L'inspection des lieux permet aussi de retracer le fonctionnement de la machine à tuer du camp annexe de Birkenau. La rampe, où les SS sélectionnaient, les chambres à gaz avec sur le toit les ouvertures où l'on versait le Zyklon B, le gaz meurtrier. Et puis, les fours crématoires où l'on faisait disparaître les corps. Au début, on avait l'impression que les avocats de la défense avaient confondu cette visite avec un voyage de classe. La délégation a procédé à des fouilles à côté du crématoire. On y a découvert des choses abominables. Un Talmud, des paires de lunettes. Horrible. Mais après quelques heures sur place, après les fouilles qui ont été effectuées, l'ambiance a changé du tout au tout. Tout le monde a pris conscience de l'endroit où l'on se trouvait. Le lieu a fait très forte impression, surtout sur les avocats de la défense. Mars 1965, le procès rentre dans sa phase finale. C'est le temps des plaidoiries. L'accusation et la défense
vont s'affronter une dernière fois. Auschwitz war ein Hohlraum völliger Kulturentledigung. Und wenn Sie sich niederbeugen wollen draußen in Birkenau, dann greifen Sie nichts als Menschenasche. Weiße Menschenasche und dazwischen, hier und da, ein gebleichter Knochen. Homo sapiens. Meine Damen und Herren, allein die in Auschwitz zurückgebliebenen stummen Zeugen überführen die Angeklagten. Pourtant, certains avocats de la défense osent l'impensable. Der Befehl Hitlers lautete auf Vernichtung sämtlicher festgenommener Juden. Ohne die Selektion arbeitsfähiger, zu einem jeweils wohl bestimmten Zweck, wären also mehr jüdische Menschen ermordet worden, als dann tatsächlich zu Tode kamen. Die Selektion auf der Rampe in Birkenau führte also in Wahrheit zu einer Verminderung der an sich geplanten und befohlenen vollständigen Vernichtung. C'était incroyable. J'étais consterné en entendant ça. Alors vraiment, j'aurais pu tuer ce type. Dire une chose pareille face à des témoins qui avaient survécu à Auschwitz et qui venaient de raconter leur calvaire, ça m'assied. Une dernière fois, la parole est donnée aux accusés. In Auschwitz habe ich keinem Menschen etwas zuleide getan. Ich war zu allen höflich, freundlich und hilfsbereit. Ich bin nicht schuldig geworden in Auschwitz. Ich bitte Sie, mich freizusprechen. Ich hatte in Auschwitz tiefes Mitleid mit den Opfern. Ich als kleiner Mann war kein Herr über Leben und Tod dieser unglücklichen Menschen. Während der nationalsozialistischen Herrschaft gab es für mich nur den Gesichtspunkt: die gegebenen Befehle des Vorgesetzten ohne Einschränkung auszuführen. Ich möchte Sie bitten, zu bedenken, sind wir nicht auch Opfer des Nationalsozialismus? « 20 août 1965. C'est la dernière fois que les accusés arrivent au tribunal, escortés par les sirènes de la police. Après 22 mois de procès, c'est l'heure du jugement. Les Allemands assistent nombreux au dénouement de ce procès, que l'on sait déjà historique. Mais le verdict sonne comme un camouflet. 3 acquittements pour manque de preuves. 6 condamnations seulement à la perpétuité, dont Boger, Claire et Kaduk. Et pour les autres, des peines de prison allant de 3 à 14 ans. J'étais abasourdi. Tous ces gens condamnés à seulement quelques mois de prison. Bien sûr, je ne suis pas juriste et je n'y connais rien en droit. Mais je dois dire que c'était quand même ridicule, comparé à un monde où l'on pendait des gens pour un rien. Pour les procureurs, la déception est grande. La Cour n'a pas suivi leur argument selon lequel tout le monde à Auschwitz s'est rendu coupable d'avoir été un rouage dans la machine à tuer. Seuls sont condamnés pour meurtre ceux qui ont du sang sur les mains. Le numéro 2 du camp, Robert Mulka, celui qui donnait pourtant les ordres, est qualifié de simple complice. Verdict, seulement 14 années de prison. Eichmann aurait été ravi d'être jugé en Allemagne. Il n'aurait jamais été condamné à la peine de mort. Il aurait pris quelques années, tout au plus. On avait sans doute peur des conséquences pour la société allemande. Cela aurait entraîné des dizaines, des centaines de milliers de procès. Un très grand nombre d'Allemands auraient été condamnés à la perpétuité. La plupart des SS condamnés ne purgeront pas la totalité de leur peine. Robert Mulka sera libéré après seulement 5 années passées derrière les barreaux. Wilhelm Boger décède en prison en 1977.
Quant au docteur Capesius, il reprend sa pharmacie après avoir purgé 6 années de prison. De retour à Göppingen, il est allé voir un concert au théâtre de la ville avec sa femme. À son arrivée dans la salle, il a été ovationné par les spectateurs. Il serait pourtant faux de réduire le procès à la seule clémence du verdict, car les acquis sont immenses. Un jugement de 900 pages détaille pour la première fois dans l'histoire le fonctionnement d'un seul camp de concentration et d'extermination. À Francfort, le nom d'Auschwitz est devenu synonyme du martyre des Juifs d'Europe aux yeux du monde entier. Et pour les Allemands, plus rien ne sera comme avant. Ce verdict avait surtout une valeur symbolique. Les Allemands avaient pris conscience des crimes commis en leur nom et ne pouvaient plus dire qu'ils ne savaient pas. J'ai grandi sous le Troisième Reich. J'étais aux jeunesses hitlériennes. J'ai trouvé ça formidable et j'étais persuadée que le Führer allait nous sauver. Mais si ce régime avait perduré, qu'aurais-je fait moi-même dans une situation pareille? Pendant des années, j'ai été obsédée par la question de savoir ce que je serais devenue si ce régime avait continué. Je peux vous dire que pendant des années, j'ai eu honte des Allemands et de ce qu'ils ont fait aux autres. Je suis allemand et je n'oublierai jamais. Je continuerai à parler de ces crimes et à œuvrer pour que de tels actes ne se reproduisent jamais plus. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle soirée Retour aux sources. Et d'ici là, vous pouvez retrouver les documentaires de ce soir sur RTBF Ovio. Je vous rappelle également votre rendez-vous de l'histoire en radio tous les jours sur la première dans l'émission de Laurent Donocet, Un jour dans l'histoire. Merci à toute l'équipe de Retour aux sources. Merci à vous. Excellente fin de soirée.